Jean-Marc Borello, c'est à vous que va revenir le soin d'ouvrir, hein, d'une certaine façon, les travaux. Vous êtes président du groupe SOS. Le journal La Croix, comme la revue Management, s'accordent pour qualifier votre groupe, le groupe SOS, le géant de l'économie sociale et solidaire. Vous réunissez quelques 300 établissements. Vous comptez 10 000 salariés. Donc vous n'êtes loin d'être un solitaire. Et vous intervenez dans de nombreux domaines qui vont de la protection de la jeunesse à la gériatrie, en passant par l'insertion professionnelle, l'accompagnement des entreprises sociales ou la lutte contre les addictions. Votre groupe a repris la gestion de 7 hôpitaux en Île-de-France et en Lorraine, comme on peut le lire dans votre dernier rapport annuel, et vous connaissez une croissance annuelle moyenne de 25% depuis 2002. Jean-Marc Borello, vous présidez le directoire de ce groupe qui est contrôlé par les instances statutaires de 3 associations fondatrices, Prévention et Soins des addictions, Habitat et Soins, et enfin Insertion alternative. Votre parcours personnel, tel que le rappelle un portrait de vous dressé par le magazine Capital, est assez atypique et donc forcément intéressant pour nous. Naissance à Gardanne, fils d'un militaire de carrière, ex-éducateur de jeunes délinquants, un temps patron de boîte de nuit, le Palace, si mes souvenirs sont bons. Ça nous rajeunit un petit peu. Vous intégrez dans les années 80 la mission interministérielle de lutte contre les drogues et la toxicomanie. Et surtout, vous avez édifié en 30 ans ce groupe en appliquant au secteur social les méthodes du privé. Vous êtes, je cite toujours Capital, un bâtisseur iconoclaste, une sorte d'ovni, à l'image de votre groupe. Fin de citation. Aussi, il nous a paru naturel pour ouvrir cette journée sur la responsabilité sociétale de donner la parole au bâtisseur iconoclaste que je viens de décrire. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Ce qui n'aide pas sans doute à limiter le nombre de conflits, c'est le fait que les frontières soient plus floues entre les différents univers. Alors certes, j'ai un parcours atypique ou iconoclaste, mais ce parcours traduit aussi des modifications dans les responsabilités des 3 univers. Pour aller vite, j'ai été fonctionnaire pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans un certain nombre de cabinets ministériels, de 81 à 88. Ensuite, j'ai dirigé un groupe d'entreprises privées, parmi lesquelles il y avait des boîtes de nuit, effectivement, et puis quelques restaurants gastronomiques, le pavillon Le Doyen sur les Champs-Élysées. Donc je suis passé de cabinet ministériel de gauche à un dispositif où j'étais patron d'un groupe de PME, et en parallèle à cela, sinon vous allez penser que j'ai un âge canonique, j'avais créé effectivement ce qui est devenu aujourd'hui le groupe SOS et qui aura 30 ans l'année prochaine. Donc cette promenade entre les univers avait une signification qui était d'abord ma passion pour l'intérêt général, évidemment en devenant fonctionnaire, et la recherche du développement de l'intérêt général et particulièrement de la lutte contre les exclusions, puisque j'étais effectivement fonctionnaire du ministère de la Justice et en charge de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis, dans cet univers où j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai trouvé un certain nombre de déficits en matière organisationnelle. C'est-à-dire qu'en clair, les objectifs me plaisaient beaucoup, mais les moyens me paraissaient inadaptés pour atteindre l'objectif. Et j'ai découvert avec l'entreprise des moyens parfaitement adaptés pour aller vite, organiser, être responsable de ce qu'on fait, imaginer, innover, etc. Et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur pendant une dizaine d'années. Mais pour le coup, c'était plutôt l'objectif qui me paraissait un peu simpliste, puisqu'en clair, l'objectif était gagner de l'argent. Et comme en parallèle, j'avais créé ce dispositif SOS, je me suis dit, il y a une quinzaine d'années, je vais m'y consacrer à temps plein et de manière salariée pour le faire grandir. Ça a assez bien fonctionné, puisqu'effectivement, j'ai dirigé bénévolement SOS pendant une dizaine d'années, un peu plus, 12 ou 15 ans. Et depuis 12 ou 15 ans, j'en suis le dirigeant salarié. Nous sommes passés effectivement de 300 salariés il y a 12 ans à 12 000, puisque les chiffres et les portraits que vous citez datent de quelques mois, et donc les 25% de croissance annuelle étant toujours d'actualité, nous sommes aujourd'hui 12 000 salariés.
Donc un modèle économique un peu particulier, effectivement, une grande entreprise qui n'a pas d'actionnaire, donc qui n'appartient à personne, puisque sa holding est associative, qui, d'autre part, a décidé de limiter les écarts de salaire de 1 à 10 sur l'ensemble de ses 12 000 salariés, et qui a des missions assez différentes, puisque, comme vous le rappeliez, nous gérons 10 hôpitaux, 60 maisons de retraite médicalisées, 40 ou 50 établissements de protection sociale de la jeunesse, à peu près autant sur la protection judiciaire, plus des entreprises d'insertion, enfin toute une espèce de poème à la Prévert, qui a comme point commun le fait d'être au service de tous. Donc un objet économique pas très identifié, qui commence à devenir visible, et sans doute que la loi qui va bientôt, Madame la députée, passer devant vous ici, c'est-à-dire la loi que Benoît Hamon prépare sur l'économie sociale et solidaire, va donner un cadre un peu plus organisé à ce secteur d'économie sociale et solidaire, qui n'est pas très solitaire, puisqu'il représente quand même 10% du produit intérieur brut et 12% de l'emploi dans ce pays. Donc ce n'est pas tout à fait une initiative de quelques rêveurs sympathiques. Ce dispositif existe depuis à peu près un siècle dans ce pays. Il est composé des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations. Et la loi que prépare... Et des SCOP. Oui, les coopératives qui sont une forme, les SCOP étant une forme des coopératives, donc les sociétés coopératives ouvrières de production. Ce dispositif est un dispositif qui intéresse le reste du monde. Le groupe SOS est présent dans une trentaine de pays aujourd'hui et nous sommes présents évidemment sur les missions traditionnelles de solidarité, d'accompagnement, de formation, santé, etc. Mais aussi et surtout sur comment développer des entreprises sociales. Donc de manière assez paradoxale, nous accompagnons le maire de Séoul en Corée sur la mise en place d'une politique sociale parce que la Corée du Sud a aujourd'hui les moyens d'exprimer sa solidarité. Nous sommes présents aux États-Unis où la réforme Obamacare permet de prendre en charge la santé des précaires, mais une fois que la réforme le permet, encore faut-il aller et apprendre à traiter la santé chez les précaires. Donc nous accompagnons le gouvernement d'un certain nombre d'États américains sur ces sujets. En clair, nous sommes présents pour faire la promotion à travers le monde de ce modèle d'une économie différente. Donc un modèle économique vertueux, mais au service de l'intérêt général. Et ceci pour dire que l'évolution du groupe SOS se fait dans un monde qui est lui-même en évolution. Et il y a 35 ans, les choses étaient assez claires. L'État ou le pouvoir public avait la responsabilité de la solidarité. L'entreprise avait la responsabilité de gagner de l'argent et de le répartir à ses actionnaires. Et le monde associatif, entre les deux, bouchait les trous et faisait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. D'abord, les grandes entreprises entendent cette notion de responsabilité sociale. Tout le monde comprend qu'une entreprise, ce n'est pas simplement une machine à distribuer des dividendes parce que ça n'est pas durable, et je ne parle pas simplement d'écologie, mais aussi d'économie. Une entreprise qui ne ferait que maximiser les profits sans prendre garde ni à sa politique sociale, ni à sa politique environnementale, serait une entreprise en difficulté à court terme, et je pense que c'est vraiment un sujet qu'un certain nombre de grandes entreprises commencent à comprendre, ici et à travers le monde. Donc vous voyez bien que la responsabilité sociale, c'est plus aussi simple que par le passé. Le groupe SOS gère des crèches à Paris, certaines sont des délégations de services publics. Le groupe SOS est laïque, j'allais dire très laïque, mais laïque, pardon. Le groupe SOS est laïque. À Paris, dans une crèche qui est une délégation de service public, on peut appliquer la jurisprudence récente qui permet d'interdire au personnel de porter des signes distinctifs, etc., etc. À 300 mètres de là, la même association gère une autre crèche qui n'est pas une délégation de service public, mais qui est une crèche associative. Ça veut dire qu'elle fonctionne exactement de la même manière avec les mêmes salariés. Nous avons décidé d'appliquer, malgré la décision du tribunal, la même règle, et nous savons que nous serons condamnés si nous appliquons cette règle, puisqu'en clair, seule la délégation de service public nous permet d'imposer aux salariés l'application des recommandations du Conseil d'État en matière de laïcité. Oui, c'est l'affaire Babilou à laquelle vous faites allusion, effectivement. Non, mais voilà. Non, mais cette affaire ayant défrayé la chronique, oui, voilà, le journaliste garde le réflexe de rapporter tout ça à une histoire concrète que tout le monde connaît et dont on a entendu parler. Donc en clair,
L'affaire en question fait que si c'est une délégation de service public, vous pouvez imposer l'absence de signes religieux. Si c'est une crèche associative à 300 mètres de là, or c'est la même entreprise, vous n'avez pas le droit. Donc il y a une décision d'employeur, la nôtre, et d'appliquer de toute façon les recommandations publiques sur ces aspects-là, et particulièrement d'ailleurs dans les structures pour mineurs. Nous avons des dispositifs dans un certain nombre de départements français, d'outre-mer, entre autres, où nous sommes les seuls à mettre en œuvre les mesures judiciaires pénales concernant les enfants. Alors évidemment, les magistrats sont parfaitement indépendants, le ministère de la Justice est seul décisionnaire. Le problème, c'est que nous sommes la seule association qui peut les mettre en œuvre. Et donc, nous nous retrouvons là encore dans des situations extrêmement proches du public, et dans des situations où nous co-gérons un certain nombre de missions avec les pouvoirs publics, qu'ils soient judiciaires, administratifs ou économiques. Donc ces frontières ont bougé. Nous devons réapprendre à travailler ensemble. Et moi, je n'imagine pas qu'il y ait une économie classique, une économie sociale, une économie je ne sais pas quoi. Il y a une seule économie, et je pense que la responsabilité du monde économique, elle est autant sociale, environnementale qu'économique. J'ai présidé le mouvement des entrepreneurs sociaux pour porter cette logique économique là où je pouvais, particulièrement auprès de Benoît Hamon dans la préparation du texte de loi. L'idée, c'est que toutes les entreprises se doivent d'abord d'être inclusives, et c'est un vrai sujet, c'est-à-dire une entreprise ne peut pas être une machine à exclure des salariés, pendant que dans le même temps, des petits associatifs avec leurs petits bras musclés essaient de les réinclure une fois qu'ils ont été exclus. Enfin, ça, c'est le système de la réparation est un peu insuffisant. Donc, on a de véritables responsabilités. De grands groupes travaillent sur ces sujets. Je crois que vous entendrez des responsables RSE de grands groupes au cours de vos travaux. Il me semble qu'il y a une vraie responsabilité qui naît, encore une fois, pas pour des raisons simplement idéologiques, mais parce que les patrons des grandes entreprises ont compris qu'il y avait un vrai sujet de durabilité sur la vie d'une entreprise. Ce qui est devenu extrêmement important aujourd'hui, ce qu'on appelle la marque employeur d'une entreprise, peut être anéanti en une seconde, parce que si vous faites faire des chaussures de sport en Inde ou en Chine dans une usine par des enfants, deux gosses de Sciences Po qui sont en vacances avec un téléphone portable filment la scène, ils la mettent sur le net, et le lendemain, la puissante multinationale est boycottée dans 80 pays du monde, parce que personne ne peut admettre d'acheter des chaussures de sport qui ont été fabriquées par des enfants dans une usine chinoise. Donc la véritable responsabilité des entreprises, c'est qu'un certain nombre de ces comportements ne sont plus possibles, encore une fois, pas simplement parce que les patrons sont devenus vertueux, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils mettaient en danger leur entreprise à exercer ce type de pratique. Donc, vrai sujet, trois univers qui ont à travailler ensemble. Encore une fois, les pouvoirs publics sont évidemment les seuls détenteurs de la légitimité démocratique. Je ne suis pas sûr qu'ils soient toujours les mieux placés pour exercer les missions. Enfin, je pense qu'on peut tout à fait réfléchir entre délégations de services publics, entre autres le monde de l'économie sociale est assez bien placé. On travaille depuis un certain nombre de mois avec le secrétariat général à la modernisation de l'action publique, et on se rend compte que l'entrepreneuriat social et les pouvoirs publics ont des choses en commun, avec une nécessité d'être vertueux, voire économe des deniers publics, ce qui est une réalité qui nous concerne tous. Donc la possibilité aujourd'hui de travailler avec les pouvoirs publics de manière plus proche et avec les grandes entreprises, où encore une fois, lorsqu'on a commencé à travailler avec les fondations, les fondations nous disaient qu'est-ce qu'on peut faire pour nous. Alors on regardait un peu dans l'entreprise en disant on va d'abord regarder ce que vous pouvez faire pour vos propres salariés. Et on a découvert que certains salariés de grands groupes de distribution étaient hébergés le soir dans nos centres d'hébergement d'urgence. Alors ça s'appelle les nouveaux pauvres. Ce sont en général des femmes, elles sont en général sur des temps partiels non choisis, et avec 700 € par mois dans Paris intramuros, évidemment, vous ne pouvez pas vous loger. Donc on retrouve dans nos établissements, mais je dis
SOS héberge tous les soirs 3000 personnes SDF à Paris, en proche banlieue, mais c'est le cas de nos collègues du Secours catholique, du Secours populaire, etc. Nous avons 11% de travailleurs pauvres dans nos centres d'hébergement d'urgence. Ça n'existait pas il y a quelques années, et il a fallu renvoyer aux employeurs cette réalité qui était qu'un certain nombre de leurs salariés vivaient des situations de grande exclusion, voire dormaient sur le parking de l'entreprise dans leur voiture ou des dispositifs comme ça. Donc, remettre en cause la politique de l'entreprise pour d'abord éviter que ce genre de choses se poursuivent plutôt que de distribuer des subventions à des associations ici ou là. Les pouvoirs publics, et lorsque les politiques publiques sont menées, nous avons toujours eu ce devoir d'alerte. Il y a déjà quelques années, on a commencé, pour des raisons strictement budgétaires, à limiter la prise en charge des jeunes majeurs dans ce pays. C'est-à-dire, dans le passé, aussi bien la protection judiciaire de la jeunesse que l'aide sociale à l'enfance admettaient qu'on puisse poursuivre la prise en charge d'un gosse ou d'une gamine de 18 à 21 ans. Pour des raisons objectivement qui tiennent à l'état des finances des départements et de l'État, petit à petit, ces possibilités se sont restreintes et on a vu apparaître dans nos structures d'hébergement d'urgence ces gosses qui étaient précédemment pris en charge dans des structures éducatives, et nous avons aujourd'hui, là aussi, 12% de gosses entre 18 et 25 ans dans des centres d'accueil d'urgence qui ne sont objectivement pas faits pour ça, parce que c'était fait pour être... C'est en gros de la mise à l'abri et ce n'est pas de l'éducation. Et je pense que aussi longtemps que c'est possible, il faut privilégier évidemment l'éducation et l'insertion professionnelle. Sinon, on fabrique des exclus à vie. C'est très dommageable et globalement, ça coûte beaucoup plus cher que de s'en être occupé sérieusement. Donc nous avons mis en garde les pouvoirs publics et on assiste en ce moment à une prise en compte de nos remarques et sans doute que les politiques publiques vont pouvoir évoluer. Évidemment, on travaille depuis peu de manière extrêmement proche avec la nouvelle locataire de la place Vendôme, ce qui était devenu très difficile pour nous ces dernières années, eu égard aux politiques pénales, particulièrement concernant les mineurs, où nous avons vécu une espèce de course à l'échalote de la répression, d'une inefficacité totale sur le terrain qui a embolisé tous les centres de détention pour mineurs, alors qu'il y avait lieu de repenser les fameux centres éducatifs fermés qui sont devenus des centres éducatifs fermés ouverts, et donc pour nous en tout cas, et donc nous acceptons de les gérer depuis un an, pour les centres éducatifs renforcés, en tout cas une politique qui fait primer l'éducation sur la répression, avec là encore un vrai souci qui est un souci de professionnel, si j'ose dire, qui est le souci de l'efficacité et de l'efficience. Alors on peut agiter des drapeaux ou des bonnets rouges de manière stérile, ou on peut essayer d'évaluer et d'objectiver les politiques que nous menons pour voir lesquelles fonctionnent. En matière d'enfance et d'adolescence, point de vue d'un vieil éducateur, l'éducation, ça fonctionne mieux que la répression. Quoi qu'on dise, ça fait 40 ans que ça fonctionne comme ça, et ça continue à fonctionner comme ça. Donc un vrai sujet où là aussi les entreprises acceptent d'intervenir depuis peu, et globalement un objectif final que nous partageons, entreprises, pouvoirs publics et nous, c'est que le degré de civilisation se mesure un peu à la manière de traiter les plus faibles. Et donc c'est pour essayer de faire avancer notre degré de civilisation qu'on continuera les uns et les autres à travailler aux côtés des plus faibles. Merci. Les applaudissements que vous venez d'entendre sont effectivement la constatation que nous avons beaucoup apprécié votre propos et surtout votre façon de définir où sont les frontières et comment vous voulez les faire bouger, faire avancer les choses, faire bouger les frontières. Et effectivement, sur les exemples que vous avez pris, y compris d'ailleurs sur celui, par exemple, de la laïcité dans les crèches, si j'ose dire, pour faire un jeu de mots, la messe est loin d'être dite, puisque après la décision de la Cour de cassation, il est envisagé, notamment à la demande du défenseur des droits, que des textes nouveaux soient mis à l'étude à l'Assemblée, de façon à ce que ces limites, justement, qui étaient difficiles, claires, pas toujours très claires,
et pas compréhensible, hein, parce qu'effectivement, le public que vous avez ici en face peut comprendre, mais comment le grand public peut comprendre que délégation de service public ou pas, la loi puisse être différente selon les lieux. Donc effectivement, il est fort probable que dans les mois à venir, cette question-là revienne sur le tapis parlementaire. Et donc, d'une certaine façon, votre pratique, même si vous dites effectivement, nous allons à l'encontre d'une décision de la Cour de cassation, et donc si un jour il y a un recours, la Cour de cassation maintiendra peut-être sa position, mais vous avancez quand même. Vous avancez quand même en faisant les choses comme vous pensez qu'il faut les faire, notamment dans l'esprit du respect de la laïcité, et c'est fort bien ainsi. Donc je voudrais vous remercier pour cela. Bonjour, Dominique Ringot, je viens de Lille, je suis formateur consultant en gestion des conflits, et j'ai été éducateur à la PJJ, et j'ai travaillé aussi en addictologie, en soins. Je suis très intéressé par votre propos, et je voudrais savoir comment vous considérez la question de l'addicto en particulier, et comment vous pouvez, par rapport au monde de l'entreprise aussi, est-ce que vous imaginez travailler aussi, et comment le secteur privé peut être concerné par... Parce que l'addicto, ça a été... C'est pas l'addictologie, hein, le soin, ce qu'on appelle le soin toxicomane, et puis maintenant aussi à l'alcoolologie, qui sont groupés. C'est pas très vendeur, c'est pas très bien vu. Et comment, y compris le secteur de l'entreprise, peut être associé à la prise en compte du soin pour les personnes toxicomanes et aussi pour les mineurs délinquants, puisque vous parlez d'ouverture du travail sur les CER. Voilà. Merci. Très simplement, donc aujourd'hui, la prise en compte des dépendances, c'est effectivement les addictions aux drogues illégales, l'alcoolisme et la ludopathie, qui est un sujet qui était réservé à quelques villes thermales à cause des casinos et qui devient aujourd'hui un vrai sujet à cause de l'addiction au jeu d'un certain nombre de gamins qui passent leur vie devant leur télé avec leur console de jeu, ce qui pose un certain nombre de problèmes, entre autres de santé publique. Très objectivement, tous ces sujets, donc SOS est né de la lutte contre les addictions. La première association s'appelait SOS Drogue International. On est toujours les premiers gestionnaires de centres de soins pour toxicomanes dans ce pays. Le premier sujet, c'est que les entreprises se sont toujours préoccupées de manière extrêmement forte de l'addiction. Préoccupées, ça voulait dire qu'on repérait les usagers et qu'on les licenciait immédiatement. Alors, évidemment, non mais soyons tout à fait clairs, si vous êtes le patron d'une compagnie aérienne, vous considérez que votre responsabilité est de vérifier que la moitié des pilotes ne soient pas cocaïnomanes et ne se prennent pas pour des pilotes de chasse une fois qu'ils sont en l'air parce que la cocaïne fait des effets et qu'ils ne plongent pas en piqué sur un bateau de pêche en traversant l'Atlantique. Donc c'est peut-être un sujet. Lorsque vous dirigez une entreprise de poids lourd ou de transport de personnes, évidemment que vous essayez de repérer l'alcoolisme des chauffeurs, qui est un petit sujet, parce que si vous confiez des cars de ramassage scolaire à un chauffeur qui a un problème d'alcoolisme, la responsabilité, évidemment, est lourde. Donc, il y a toujours eu une prise en compte sur ces sujets-là, sauf que la prise en compte s'est traduite par l'éviction immédiate de l'entreprise, en toute bonne foi, par l'employeur, de la même manière que, vous citiez les jeunes mineurs délinquants, il fut un temps où, lorsqu'on repérait, y compris dans une institution éducative, un mineur qui avait des problèmes d'addiction, on le virait immédiatement parce qu'on avait peur qu'il contamine les autres. Sauf qu'il était viré d'un dispositif pour ne pas aller dans un autre, puisqu'il n'existait pas à l'époque de structure de prise en charge pour mineurs toxicos. C'est grâce à Simone Veil qu'SOS a pu ouvrir la première il y a 25 ans. Et d'ailleurs, il y en a une deuxième à Lille qui existe depuis. Donc, oui, les entreprises sont traversées. Lorsque vous travaillez avec des convoyeurs de fonds ou avec des gens qui ont ou avec des employés de banque qui sont régulièrement en contact avec des sommes d'argent liquide, vous vérifiez s'ils ne sont pas joueurs, tout simplement parce que c'est un des sujets qui peut faire déraper. Donc, il y a toujours eu une prise en compte par les entreprises. La question, c'est est-ce qu'on a considéré à une époque que les entreprises avaient une seule responsabilité, c'était les virer. C'était assez simple. Je crois qu'en toute bonne foi, n'importe quel employeur vous aurait dit il y a 30 ans que sa responsabilité, c'était repérer et séparer le bon grain de l'ivraie. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises avec lesquelles nous travaillons sont des entreprises qui acceptent, un, de repérer et deux,
de participer à une prise en charge des soins. Et de plus en plus dans nos structures de soins, par exemple, on arrive à avoir des gens qui utilisent le biais de l'arrêt maladie ou de la longue maladie pour se soigner et qui ensuite retournent dans l'entreprise, évidemment avec les précautions qui sont à prendre pour éviter les rechutes. Mais ça, c'est une vraie responsabilité aujourd'hui qu'il faut partager. Objectivement, l'alcoolisme dans la fonction publique de mon temps n'était pas plus pris en compte que dans une entreprise privée, c'est-à-dire en clair, on mettait les gens dans un coin, on leur demandait rien, on les laissait picoler, ce qui n'est pas du tout le bon moyen de les traiter. Donc je pense que les choses évoluent, mais c'est relativement récent, objectivement. Merci beaucoup.